Bonjour, alors avant de vous laisser regarder cette vidéo, je tiens à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo depuis longtemps. Mais pour m'excuser, vous n'aurez pas une, mais 3 vidéos sur Nicolas Winding Refn. La première, donc celle-ci, se concentre sur les thèmes généraux de Winding Refn sans entrer spécialement dans les détails. Ici on introduit son cinéma et sa personne. Sur ce, bon visionnage. Dangerous. Alors je suis sûr que toi derrière ton écran tu connais Winding Refn. Si, tu connais au moins Drive. Mais réduire le cinéma de Winding Refn à Drive serait un affront que je me permettrais pas. Tout simplement parce que ce mec a fait que des grands films. La trilogie des Pushers, Bleeder, Inside Job, Bronson, Valhalla Rising, Drive et Only God Forgives. Mais avant toute chose, pour comprendre son cinéma et ses enjeux, il est intéressant de se renseigner sur sa vie personnelle, sur le personnage public qu'il est. Tout d'abord, le bougre est né au Danemark, dans une famille d'artistes, avec un monteur comme papa et une photographe pour mère. Donc il baigne dans une famille de cinéphiles, et il confie même que ses parents sont des fanats de la nouvelle vague française. Donc Romer, Chabrol, Godard, Truffaut, t'inquiète pas, il connaît. Mais Nico comprend vite que, merde, faire comme papa-maman, c'est pas cool. Donc il décide comme qui dirait de tuer le père et commence à mater du cinéma un peu plus hardcore. Il avoue que c'est devant Massacre à la tronçonneuse qu'il a compris qu'il serait cinéaste. À la suite de cela, il suit des cours à l'American Academy of Dramatic Arts. Et c'est en 1996 qu'il réalise son premier film qui deviendra culte, Pusher. Mais c'est avec Drive qu'il connut la gloire. Que ce soit les critiques ou les spectateurs, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Ses apparitions en public sont très calmes et très simples. Jamais un mot plus haut que l'autre et on sent chez lui une certaine retenue. Nicolas Winding Refn semble être une personne très proche de sa famille, qui met un point d'honneur à l'éducation de ses enfants et qui est très amoureux de sa femme. Il n'a pas l'air spécialement violent, et c'est là que ça devient intéressant. Si j'ai décidé de parler de lui aujourd'hui, c'est pour aborder une question délaissée mais pourtant fondamentale. Comment la personnalité de l'auteur transparaît dans un film? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'est un auteur au cinéma. Donc pour être un auteur au cinéma, il faut avoir des thèmes récurrents. Il faut que chaque film s'inscrive dans la lignée des précédents. Donc une œuvre d'un réalisateur appartient d'abord à sa filmographie avant d'appartenir à un genre, ce qui permet de la comprendre en la remettant dans le contexte de la filmographie qui la précède. Donc par exemple, Antichrist, avant d'être un drame, c'est un film de Lars von Trier. Donc cette œuvre est indissociable de la filmographie qui la précède. Je sais pas si t'as compris, mais j'espère en tout cas. Donc ici on a affaire à un véritable auteur. Tout d'abord, ces personnages sont tous sans exception des marginaux autodestructeurs. Que ce soit Bronson, le driver, les gangsters de Pusher, Julian ou One Eye, tous sont destinés à être des losers inglorieux, incapables de réussir ce qu'ils doivent accomplir. L'impossibilité de satisfaire la demande dans sa mère dans Only God Forgives, de vivre paisiblement dans Drive, de rembourser de la dope dans Pusher, etc. Et ces personnages sont joués par des acteurs talentueux, interprétant généralement ce que j'appelle l'archétype du personnage Winding Refnien. Parce qu'on peut remarquer des similitudes dans la construction de ces personnages principaux. Mais attention, avoir des récurrences ne veut pas dire se répéter, parce que Winding Refn aborde chaque film différemment, et finalement, aucun de ces films ne se ressemble. Bon, revenons-en à la construction de nos personnages. Ce sont tous des hommes sans aucune exception, des hommes nés pour échouer. Je m'explique. Tous leurs choix les mèneront, quoi qu'il arrive, à un échec, et ils ne parviendront jamais à accomplir ce qu'ils veulent. C'est le cas de Frank, qui enchaîne toutes les galères possibles jusqu'à tomber dans une merde la plus totale et qui se fera buter après s'être fait doubler par sa copine. Bronson, lui, passe sa vie en tôle et devient un cas désespéré. One Eye, esclave depuis des années, finira par se faire tuer. Le driver dans Drive, même quand il veut aider, ça ne marche pas, et finalement il ne parviendra jamais à créer quoi que ce soit avec Irene. Et dans Only God Forgives, le personnage est perdant quoi qu'il fasse. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que ces personnages sont conscients de cette fatalité et semblent l'accepter telle qu'elle est. Et c'est ça qui rend les personnages de Winding Refn vraiment fascinants. Autre point commun est leur difficile rapport aux femmes. Colériques, hargneux, tendus, beaux mais éphémères ou carrément chelous et légèrement malsains, ces personnages ont du mal à communiquer avec les autres et surtout avec le sexe fort. Ouais, j'entretiens mon public féminin. Et là, si t'as bien suivi, tu dois te dire oh là là, c'est tout l'inverse de Nicolas Winding Refn en fait. Et c'est bien, tu suis. Parce que oui, Winding Refn réussit tout ce qu'il entreprend artistiquement, il vit avec une femme qu'il aime et qu'il aime en retour, et il a construit autour de lui un environnement sain. C'est intéressant de voir à quel point ces personnages sont différents de la personne civile qu'il est. Alors encore une fois, je ne connais pas sa vie personnelle, et je ne peux pas affirmer qu'il est aussi calme qu'il laisse le transparaître. Mais une chose est sûre, c'est que son image contraste complètement avec les personnages qu'il crée. Alors c'est là où mon analyse devient purement subjective, et c'est à ce moment-là où vous rentrez en jeu. Est-ce que le cinéma de Winding Refn serait un exutoire pour lui ? Un point commun certain de tous ces films, c'est la violence. Nico met un point d'honneur à esthétiser les aspects les plus violents de l'être humain.
les accès de colère, les jugements ou les meurtres. J'entends par là que la violence est mise en valeur, elle est sublime dans ces films. On va prendre un exemple que tu connais forcément, la scène de l'ascenseur dans Drive. Alors oui, elle est certes très violente, mais l'éclairage, le baiser, le ralenti, la rendent sublime. La violence chez lui n'est pas vaine et elle est toujours calculée. Ensuite, c'est quelqu'un qui place son action dans un silence pesant. Valhalla Rising et Only God Forgives en sont des exemples intéressants. Winding Refn s'est créé une ambiance quasi hypnotique, qui passe souvent par la perte de son spectateur et les ruptures de ton. Et pour finir, c'est le réel qui te fait tout comprendre sans un mot. Alors ça casse les couilles de plein de monde et je conçois que regarder un film où personne ne parle pendant 1h30, ça peut rebuter plein de gens. Mais je trouve qu'on dit beaucoup plus de choses dans un silence qu'en blablatant pendant des heures, comme dans les films de Romer par exemple. Le cinéma a cette particularité, on peut tout comprendre sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Et ça c'est beau. Et donc cette violence mise en image dans ces films est-elle le fruit de tout ce qu'il garde en lui ? Moi je pense, et ça n'engage que moi, qu'il est simplement fasciné par ce genre de personnes, et par la beauté de la violence en général. Pour faire des films violents et savoir construire des personnages comme les siens, il faut au contraire prendre du recul, et donc ne pas leur ressembler. Il faut savoir analyser leur comportement pour pouvoir les retranscrire à l'écran, et donc prendre une certaine distance avec ce genre de personnages au caractère violent. Et c'est pour ça que cette violence est mise dans quelque chose qu'il connaît, la retenue et le calme. Et c'est ce cocktail qui fait de chaque film de Refn une expérience unique. Ce qu'il y a de bien avec les films de Refn, tout comme avec une chanson de Nick Drake ou une toile de Francis Bacon, c'est que t'en fais jamais le tour. À chaque visionnage, des questions surviennent, des réponses apparaissent, et tu fais plein de remises en question. C'est ça être un auteur, c'est ça être un grand artiste, et c'est pour ça que je fais Who's That Guy. Voilà, la première partie touche à sa fin. Elle est volontairement peu exhaustive et sera complétée par la deuxième partie qui, elle, se concentrera sur l'apport de The Neon Demon dans sa filmographie. On se retrouve très vite, sur ce, gardez la pêche et allez au cinéma.